un webinaire avec vous sur le suivi et évaluation. J'imagine maintenant plusieurs de vous sont avec nous depuis un an ou plus ou plusieurs mois. Donc l'idée c'était vraiment de voir comment on peut s'aligner et aussi passer du temps, comment on peut vous aider à progresser pour démontrer l'impact de vos activités dans le suivi et évaluation. S'il vous plaît, prochaine diapo. Vous pouvez partager vos commentaires, introduisez-vous dans le chat aussi si vous voulez. Pour les questions de connexion, d'éteindre votre caméra et micro, puisqu'on est, je pense, presque à une centaine dans le webinaire. On a un sondage au début et à la fin. Ces retours nous aideront à améliorer le soutien que nous apportions aux bénéficiaires de ce projet à travers vous, les OSC. Et on aura des questions et réponses vers la fin. Mais ne vous inquiétez pas, ceci n'est pas une des dernières interactions avec vous. On espère continuer dans des formats plus intimes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et bien sûr, on va partager les diapos et l'enregistrement du webinaire. Donc voilà, on est ensemble pendant une heure. Je vous prie d'interagir à tout moment. L'ordre du jour, c'est un sondage. On veut juste faire un récapitulatif sur le suivi, l'évaluation, la capitalisation des connaissances. Et qu'est-ce que c'est? Comment on mesure notre projet? Quels sont les indicateurs clés du projet et quels sont les indicateurs optionnels? Je vais ajouter qu'ici, cela nous permet de vraiment démontrer vos progrès à travers les conseils stratégiques et le PEV et bien sûr à Gavi pour ce fonds. Euh, à quel moment est-ce que ce projet produit ces mesures? Quelle aide de suivi et évaluation nous est proposée au sein de Magnon Daniels? Quelles sont quelques bonnes pratiques de suivi et évaluation? Comme vous imaginez, on consolide pas mal de vos données au niveau du pays et puis au niveau global. Et pour démontrer qu'il y a vraiment un progrès de couverture vaccinale. On veut vous démontrer quelles sont quelques bonnes pratiques qui nous aideront à démontrer cela. Il y a un sondage de fin et puis il y a du temps pour les questions et les réponses. Rokia, s'il te plaît, la prochaine diapo. Je vais m'introduire avant de passer à l'équipe. Je suis le docteur Sharma Oshital. Certains de vous, dont j'ai rencontré en personne ou en ligne. Je suis la conseillère technique de ce projet. Euh, j'ai plusieurs années d'expertise en immunisation et travail avec Gavi, je dédie pas mal de mon temps à de l'assurance qualitative et au savoir-faire en immunisation pour vous aider. Je vais passer à Sarah. Merci. Merci Chital. Moi, je suis Sarah Dickins, ravie d'être avec vous pour ce webinaire-ci. Je suis responsable de suivi, évaluation et capitalisation des connaissances pour le fonds. Et je passe après à Rekia. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rekia Sayar et je suis gestionnaire d'opérations des subventions et ravie de vous avoir tous parmi nous. Je passe la parole à Sophia. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Moi, je m'appelle Sophie et je suis chargée de projet dans l'équipe Gavi chez Magnon Daniels. Donc voilà, on a un sondage de début. On vous prie de répondre aux questions sur l'écran. Euh, J'espère que vous voyez devant vous un pôle. Voilà, merci. Je vois déjà des réponses. Merci beaucoup. Ok.
J'attends encore quelques secondes et puis on va clôturer cela. Merci. Ok, super, merci Donc beaucoup. voilà, rassurant et bravo. Juste vous partager qu'il y a une forte compréhension. 64% de vous ont vu que vous décrivez votre compréhension des indicateurs du mécanisme des fonds Gavi en fort. Donc vraiment bravo. Euh, Sarah, tu voulais ajouter quelque chose? Pardon, je pense que j'ai entendu ton micro. Non, pardon à vous, Chitan. Ah, merci, merci beaucoup. Donc voilà, rassurant. Je vous félicite et j'espère que vous vous auto-félicitez. C'est pas d'un projet, c'est pas la partie la plus facile. Le suivi et évaluation, ça apporte une partie quand même assez académique, mais avec une réalité dans le terrain. Donc, quels sont les messages clés en fait qu'on veut que vous sortiez avec aujourd'hui? Tous les projets de ce fonds, de OSC de Gavi, doivent suivre et évaluer leurs performances et apprendre de ces données. Il existe trois processus distincts mais complémentaires. Tous les projets du fonds OSC de Gavi rendent compte de leurs données de suivi sous forme de rapports mensuels, trimestriels, semestriels et d'un rapport final. Et bien sûr, vous pouvez, parmi les informations qu'on vous partage, il y en a beaucoup plus sur le site de Gavi. Mais un bon suivi évaluation vous aidera dans la prise des décisions, informer au quotidien vos décisions de gestion stratégique, la reddition des comptes, de permettre aux acteurs du projet de rendre compte de leur travail, de l'engagement des parties prenantes. Les données issues du suivi évaluation peuvent être mises à profit pour créer des communications innovantes et percutantes, surtout au sein de la communauté ou au niveau du district et du PEV. Donc voilà, de quoi s'agit-il un suivi? C'est de suivre le progrès des performances tout au long du projet. Avec nous, vous travaillez sur des rapports mensuels au gestionnaire de fonds avec votre gestionnaire de fonds et notre équipe de suivi et évaluation. L'évaluation, de quoi s'agit-il? On veut évaluer dans quelle mesure les objectifs sont atteints. Quand? Lors des étapes clés, généralement à mi-parcours. Donc, par exemple, chaque 6 mois et à la fin, le rapport d'achèvement. La capitalisation des connaissances, de quoi s'agit-il? C'est de réfléchir aux données pour dégager et partager des connaissances générales. Lorsque tout le long du projet, par exemple dans des réunions de réflexion trimestrielle ou semestrielle. Ce que nous, on fait avec vous et les conseils stratégiques, c'est chaque mois, on révise ces données pour s'assurer qu'on peut vous aider au-delà. Oui, on voit bien sûr un progrès, mais peut-être il y a des questions de campagne, de stock out, de changement de plan et un suivi évaluation nous permet de vraiment identifier là où on peut vous aider, dans cela. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc voilà, quels sont les rôles et les responsabilités du suivi-évaluation? Il existe le gestionnaire du fonds, bien sûr, qui aide les bénéficiaires à définir leurs objectifs et structurer leur reporting. Vous travaillez en proximité avec le PEV, qui approuve les objectifs proposés par les projets et valide les données mensuelles avec le district. Finalement, vous travaillez avec un point focal que nous on nomme le conseiller stratégique, qui guide les bénéficiaires pour leur reporting mensuel et valide ces données auprès du PEV. Finalement, il existe, vous, les bénéficiaires. Vous mesurez les résultats pour chaque indicateur clé, pour vos indicateurs optionnels et vous communiquez ces données dans votre reporting tout au long du projet. Prochaine diapo. Qui mesure mon projet? Ben, vous avez les deux. Vous avez les indicateurs clés et les indicateurs optionnels. Bien sûr, maintenant, vous êtes tous, et j'ai vu dans votre sondage que vous avez tous partagé et mesuré que les projets financés par Gavi dans ce cadre sont les nombres d'enfants surdoses identifiés, orientés vers la vaccination, ceux qui sont sous-identifiés orientés vers la vaccination. Les indicateurs clés qu'on utilise, c'est le Penta 1 et le DTC 3 qui sont administrés et le nombre d'enfants qui sont sous-vaccinés auxquels le DTC 3 et Penta 3 ont été administrés.
Pourquoi est-ce qu'on regarde vraiment le penta-3 à ce stage? C'est qu'on s'assure qu'il y a une protection totale de l'enfant. L'enfant a reçu assez d'antigènes qui lui donnent une protection et s'assure de sa bonne santé et de sa vie. Il y a bien sûr aussi le nombre de vaccins administrés par antigène. Il y a le nombre de sessions vaccinées réalisées ou soutenues par le projet, le nombre de campagnes d'introduction et des réponses aux épidémies que le projet soutient, et le nombre d'unités couvertes au sein du district, notamment le nombre de districts sanitaires et de communautés. Pour les indicateurs provisionnels, les OSC peuvent choisir un ou plusieurs. Si elles ont l'utilité et la capacité, on se rend compte que les contextes sont différents dans le pays et entre les pays. Donc, les OSC peuvent choisir un ou plusieurs si elles ont l'utilité et la capacité. Par exemple, le nombre d'individus sensibilisés à la vaccination grâce au travail des OSC, le nombre d'individus dont l'attitude ou le comportement a évolué favorablement grâce au travail des OSC, le nombre d'agents de santé communautaire ayant renforcé leur capacité grâce au travail des OSC, le nombre d'agents de santé communautaire touchés, ou un autre indicateur défini par vous est pertinent pour votre projet. Depuis qu'on travaille sur ce fonds et dans sa deuxième année, et on nous a commencé la troisième année maintenant, on se rend compte qu'il y a des projets, il y a des particularités distinctes dans chaque pays qui nous permettent de corriger cela tout au long. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors voilà, comme je l'ai décrit, il y a les indicateurs clés. Toutes les organisations bénéficiaires du fonds EC mesurent les mêmes indicateurs clés. Pourquoi mesurer un même indicateur clé, vous allez me demander, sur un fonds particulier? Cela a à voir, on se permet, parce que ces fonds viennent de FAE ou EAF, en anglais, des nombres d'enfants zéro dose, on peut mesurer le progrès tout au long du fonds parmi les pays, comment on progresse dans ce fonds global. Surtout pour les sous-identifiés et les indicateurs qu'on utilise pour démontrer que l'enfant est entré dans le système d'immunisation et le Penta-3. Et comme je l'ai dit auparavant, pour démontrer qu'il y a une protection de l'enfant, c'est le Penta-3 ou le DTC3. On regarde aussi le nombre de vaccins administrés par antigène et le nombre de sessions de vaccination réalisées ou soutenues par le projet. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? C'est vraiment pour prouver que vos activités, même, et la majorité de vous ne font pas de la vaccination directe, c'est pour vraiment démontrer que il y a une ligne de suivi, que c'est pas des résultats, c'est des résultats qu'on peut valider avec le système des HAS2. Donc, ça valide vraiment le travail qu'on fait et l'investissement de ce fonds de Gavi et la contribution à la couverture vaccinale globale au niveau du pays. Quelles sont les sources? Donc, on a travaillé avec vous pendant pas mal de mois pour vraiment déterminer quelles sont les sources de données du projet. C'est le nombre de campagnes, de routines, de rattrapages, comme le grand rattrapage vient de se terminer. Beaucoup parmi vous ont eu ces activités et donc ont eu ces indicateurs. Des introductions et d'actions de réponse aux épidémies soutenues par le projet parce qu'on veut vraiment démontrer qu'avec une réduction d'épidémies et de maladies infectives, il y a vraiment un plus grand impact. Il y a aussi le nombre d'unités couvertes au sein des districts, notamment le nombre de districts sanitaires et des communautés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Chital, excuse-moi, il y avait une question dans le chat. Tu veux prendre les questions maintenant ou après? Je peux prendre celle-là parce qu'elle est pertinente. Donc, Fanny, c'est une bonne question. La raison pourquoi, il y avait une expérience quand le grand rattrapage avait commencé, que certains des districts ou certains des pays ou des partenaires avaient compris de que vacciner l'enfant avec le Penta 1, le Penta 3 ou avec le DTC 1 et le DTC 2. Ils n'ont pas été fidèles à la politique de vaccination du pays. Donc ici, on parle de regarder toutes les doses qui sont dans la politique du pays administrée et inclure cela. Donc, on regarde tous les vaccins qui sont dans la politique vaccinale du pays parce qu'on veut s'assurer que vraiment on donne une protection totale. Oui, donc gérer aussi juste pour préciser, voilà où on se retrouve parce que comme partenaire, votre rôle c'est plutôt de soutenir les équipes pays, les équipes du district pour vacciner les vaccinateurs.
Donc, votre travail plutôt comme OSC, c'est d'identifier et orienter. Donc, je comprends que dans les indicateurs du pays, le système national n'inclut pas cela parce que eux, ils vaccinent directement à travers euh, les employés de chargés de vaccination. Donc, nous, on cherche à prouver que vos activités mènent à la vaccination à travers l'identification et l'orientation. Donc, ne vous inquiétez pas, on va prendre aussi plus de questions vers la fin. Mais dès qu'ils sont dans le chat, je suis contente de les répondre. Donc, juste un petit rappel, et la raison, vous le savez très bien, cela étant gravé, j'imagine, dans vos mémoires. La définition globale que Gavi, l'OMS et UNICEF ont pris, c'est que tout enfant de 12 à 59 mois sans DTC1 et Penta 1 était nommé un enfant zéro dose. Donc un enfant qui aurait dû avoir un vaccin à moins de 5 ans pour survivre ne l'a pas reçu. Pourquoi vous allez me demander pourquoi jusqu'à 59 mois? Ça a deux raisons. Les vaccins protègent, ont une capacité de protéger jusqu'à l'âge de 5 ans, pardon. Et deuxièmement, c'est une question de dose. Si on va vacciner tous les enfants au-delà de un, il y aura pas une efficacité vue dans les vaccins, et deuxièmement, sera pas ça coûtera très cher au pays. Donc voilà pourquoi aussi on définit cela. Mais dans plusieurs pays comme le Madagascar et certaines régions du Mali, on avait vu qu'il y avait une définition distincte. Donc on a recherché à travailler avec vous de voir comment est-ce qu'on peut avoir cette flexibilité ou cette approbation du PEV de travailler au-delà de, par exemple, 11 mois ou 23 mois. Donc, comment est-ce qu'on associe ces indicateurs? Avec vous, on regarde les enfants zéro dose identifiés et orientés vers la vaccination. Mais comme tu l'as bien dit, hein, Géry, que il y a des indicateurs qui lient à votre projet, mais il y en a d'autres qui sont dans le système national. De ce que je note avec le temps, que le PEV recherche vraiment à travailler avec les OSC dans cette partie-là, qu'on ne perd pas ses enfants ou s'ils entrent dans le système de vaccination, qu'ils ne retombent pas, qu'on les perd pas. Donc voilà, et on utilise ce qu'on appelle une définition ou un indicateur opérationnel, le Penta 1 ou le DTC3. Non, donc Christian, ça c'est une bonne question. Ça c'est juste pour la définition. L'enfant zéro dose, c'est un enfant qui n'a pas reçu avant 12 mois la première vaccination. Il faut orienter tous les enfants vers le système de santé. Si cet enfant n'a pas encore reçu, des fois les parents sont occupés ou ils sont loin du système de santé ou ils ont oublié ou c'est fermé. Donc, faut faire ce rappel que de la naissance jusqu'à 59 mois, l'enfant doit être vacciné. Merci. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Chital, cette diapo, c'est sur les enfants sous-immunisés. Donc, c'est une... Ah, pardon. Ah, voilà, pardon. J'aurais dit que c'était la même chose. Donc voilà, pardon. Donc l'enfant sous-vacciné, ça suit une définition semblable. L'enfant, donc zéro dose, c'est vraiment zéro. Il n'y a pas eu de vaccin jusqu'à 5 ans. Donc sous-vacciné, c'est qu'il n'a pas complété la politique de vaccination du pays. Donc, opérationnellement, on définit un enfant sous-vacciné, tout enfant de 12 à 59 mois sans DTC3, sans Penta 3. Mais ce qui veut dire que si l'enfant ne reçoit pas ses vaccins euh, selon la politique, faut aussi les orienter. Quels sont les indicateurs associés? Le nombre d'enfants sous-vaccinés identifiés et orientés vers la vaccination, le nombre d'enfants sous-vaccinés auxquels le DTC3 et le Penta 3 a été administré. Merci. Prochaine diapo. Alors, on avait pensé de travailler avec vous, de comment est-ce qu'on va compter les enfants zéro dose. Et vous pouvez ou parler de votre micro ou mettez-le dans le chat. L'exemple numéro un. Si j'ai un enfant de 12 mois, je rencontre un enfant de 12 mois
Ça, c'est juste à voir avec la définition, pas avec l'orientation. Donc, si j'ai un enfant de 12 mois qui a reçu aucun vaccin, quelle est la classification de ce vaccin, de cet enfant, pardon? Donc, l'enfant a 12 mois et il a reçu aucun vaccin. La classification que je mettrais serait, oui, très bien. Godefroy, excellent. Donc, oui, zéro dose, c'est un enfant zéro dose, excellent. Donc, j'ai un enfant de 18 mois et il a reçu aucun vaccin. Quelle est la classification maintenant? Voilà, bravo. Je vois dans le chat, vraiment bravo. Parce que je reprécise cela parce que je pense que c'est plus facile de le voir dans un tableau. Comment définir que quand c'est lu, il y a vraiment moi aussi, des fois, j'ai du mal euh, de bien le préciser. Donc, un tableau comme ça aide. Donc, mon troisième enfant a 30 mois. Il a reçu tous les vaccins jusqu'à DTC1 et DTC2. Voilà, sous-vacciné, bravo. Finalement, j'ai un enfant de 55 mois qui a reçu tous les vaccins de DTC1, DTC2, DTC3. Il a reçu, donc Zola, il a reçu tous les vaccins jusqu'à DTC3. Rappelez-vous qu'on va sur la définition opérationnelle. Oui, il est opérationnellement, donc DTC3, c'est une définition opérationnelle parce que je sais qu'il y a le VAR 2, bien sûr, ou MCV1, MCV2. Donc, opérationnellement, cet enfant, pour la définition de zéro dose, euh, est vacciné jusqu'à DTC3. Et le cinquième enfant, il a 9 mois, il a reçu le DTC1 et le DTC2. Voilà, bravo, bravo. Donc, vous voyez, voilà pourquoi on voulait passer un peu du temps, parce que, bien sûr, moi, je compterai un enfant jusqu'à 22, complètement vacciné. Mais puisqu'on parle parce qu'on perd pas mal d'enfants, hein, dans la deuxième année de vaccination, donc une des définitions opérationnelles pour ce fonds a été de vacciner l'enfant avec tous les vaccins. Donc, si vous pensez à votre calendrier vaccinal, c'est tous les vaccins sous DTC1, qui sont vaccinés l'enfant. Voilà pourquoi, Fanny, ta question est très pertinente. Voilà pourquoi on regarde tous les vaccins. Lizzie? Oui, Chital, juste pour le cinquième, il y avait quelques personnes qui ont donné une autre réponse et tu as dit très bien. Alors, est-ce que tu peux préciser la réponse pour le cinquième, s'il te plaît? Donc pour Chantal, moi, nous cet avons, enfant... pardon, Chantal, Mhm. nous avons toutes les réponses, toutes les classifications dans la prochaine diapo. Ok, donc on va passer à la prochaine diapo. Donc voilà, donc vous avez eu correct zéro dose et sous-vacciné, vaccination à jour. Si je me permets de préciser pour vous aider, hein, parce que je sais que ça peut être compliqué, surtout comme Zola l'a dit, c'est vaccination à jour. Entre nous, je dirais opérationnellement. Parce qu'on cherche vraiment un critère pour définir. Donc, pour le cinquième, voilà où on se retrouve vraiment à préciser. Pour le cinquième, l'enfant a moins de 12 mois. Donc, il est dans le système de vaccination, euh, mais il est en progrès. Euh, donc, selon la classification, et ça serait c'est non applicable. Mais pour moi, mon travail dans le terrain, comme OSC ou en partenariat avec les OSC,
ça serait de suivre que cet enfant, de s'assurer que l'enfant complète la vaccination. Parce que s'il ne complète pas la politique de vaccination, il devient sous-immunisé. Donc ça, c'est vraiment un point précis parce que le but, c'est vraiment que tous les enfants soient vaccinés au-delà de la définition. C'est pas un refus qu'on fait. Donc, juste au niveau de définition, l'enfant 5, parce qu'il est déjà dans le système, à moins de 12 mois, il a reçu son DTC1, DTC2. Mon travail en tant que vaccinateur au district de santé ou avec mes partenaires serait de s'assurer qu'ils complètent la politique de vaccination dans le pays. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ok, donc j'ai commencé au début de ce webinaire de comment mesurer la contribution des OSC. Vous entendez cela de plus en plus lorsque vous travaillez avec nous, vos gestionnaires de fonds, avec l'équipe MEL, les conseillers stratégiques. Euh, Pourquoi on veut démontrer? Ça aurait été bien plus simple si vous vaccinez directement. Donc, vous avez ces données. Mais puisque vous identifiez et puis vous faites une orientation vers le système de santé, nous, on se charge de travailler avec vous, de relever les données de DHIS2 pour tous les districts du projet. L'autre chose que je veux préciser, vous ne travaillez pas dans le district complet. Donc, vous travaillez dans un pourcentage du district. Donc, ce que nous, on veut vraiment travailler avec vous, et dans ce processus de suivi d'évaluation, ce qu'on fait, on utilise ces données pour tous les districts de projet pour mesurer cet impact de la contribution de vos activités. Vous allez entendre de plus en plus maintenant comment est-ce qu'on démontre que vos activités ont mené à une couverture vaccinale. Cela consiste aussi des services, les sessions de vaccination directement réalisées, le soutien indirect à la réalisation des sessions, par exemple, gestion de la chaîne du froid et soutien logistique. Comme vous voyez dans les photos, il y en a pas mal de vous qui aident avec le transport de la chaîne froide et des vaccins aux communautés éloignées. Comment est-ce que vous soutenez la demande et quelles sont les activités d'engagement dans la communauté que vous faites? Est-ce que c'est des groupes? Est-ce que c'est des interactions dans les centres de santé, les groupes de femmes, etc. Les théâtres, la radio. Donc, on cherche vraiment à préciser cela pour démontrer l'impact. Finalement, vous travaillez dans le renforcement du système de santé. Certains de vous, c'est dans la formation des agents de santé communautaire, surtout s'il y a on voit qu'il y a un retirement, où il y a une méfiance de vaccins, où il y a des nouveaux vaccins qui sont introduits et les parents se demandent pourquoi est-ce qu'on introduit tellement de vaccins, ou est-ce que l'enfant a une fièvre. Et les parents hésitent de ramener l'enfant pour sa prochaine dose. Donc, avec tous ce que nous voyons, on cherche à travailler avec vous de comment démontrer cet impact à travers ces quatre thèmes. Est-ce que je peux brièvement expliquer pourquoi la définition des enfants zéro dose est importante à utiliser sauf exception? Donc, ça, c'est un peu un point historique que Denissa demande. Il y avait eu deux cas. Il y avait eu des millions d'enfants, surtout concentrés dans le Sahel et dans l'Est de l'Afrique, des enfants qui n'ont jamais été vaccinés. En ajoutant Covid, l'impact de Covid, on a vu que au moins pendant 3 ans, 2 à 3 ans, beaucoup d'enfants n'ont pas reçu leur vaccin. Donc parmi les enfants zéro dose qui existaient déjà et sous-immunisés, il y avait aussi l'effet du Covid qui a mené à un plus grand nombre. Donc Gavi, comme une alliance, en travaillant avec plusieurs partenaires, ont dédié un fonds globalement de 500 millions de dollars pour rattraper ces enfants. Donc l'initiative qu'on appelle le grand rattrapage. Tous les pays suivaient l'immunisation routine, les services de vaccination routine, qui dans certains pays terminent à 11 mois, dans d'autres à 23. Mais dans un cas extraordinaire, jusqu'à cette année, mars 2026, c'était censé terminer en décembre 2025, mais il y a eu une extension pour attraper plus d'enfants et c'est une mesure extraordinaire pour attraper ces enfants. Mais aussi l'autre partie, une mesure extraordinaire nous permet de voir que peut-être dans les systèmes de routine,
C'est un centrement de rattrapage d'enfants qu'il nous faut. Je pense quand nous parlons au PEV dans divers pays, on voit que un de leurs points qui leur concerne, c'est vraiment cette question de ils savent qu'il y a des enfants dans le système qui ont reçu un vaccin ou deux, mais qui n'ont pas reçu tous les vaccins. Donc, ils se tournent vers les OSC qui sont au sein de la communauté, qui sont dans les communautés lointaines, dans les zones humanitaires, dans les zones affectées par les changements climatiques, de rattraper ces enfants. Donc, voilà pourquoi ce mécanisme existe. On va dire un peu parallèle à la vaccination routine, mais de ce qu'on comprend à travers le travail des OSC, ils travaillent dans l'immunisation routine, le grand rattrapage, donc jusqu'à 59 mois, et dans le HPV pour certains pays, et ce qui est une cohorte complètement distincte. Merci. Donc, toutes les organisations bénéficiaires doivent répondre à tous les indicateurs clés dans leur rapport. Je sais que des fois, on vous fait des rappels et souvent beaucoup de rappels, mais pensez à cela qu'on cherche à travailler en partenariat avec vous, de bien réaliser et de montrer votre impact parce que c'est pas non seulement nous, on n'est pas juste responsable à Gavi, on est bien sûr responsable au PEV, ainsi que vous, avec nos collègues, les conseillers stratégiques. Donc, en nous aidant à avoir tous ces indicateurs clés dans vos rapports à temps, ça nous permet de passer à la prochaine étape même si les organisations n'admisent pas directement les vaccins. Ce qu'on voit à travers le portfolio, que vous êtes à 5%, un peu plus, à directement vacciner. La majorité de vous donne un appui. Vous allez peut-être me dire, mais Chita, non, je donne un per diem au vaccinateur, donc je vaccine. Ce que nous, on cherche à vraiment être très clair sur, c'est pas d'avoir des doublons. Si c'est un agent de santé qui a un salaire du district et qui est employé du gouvernement, c'est pas votre rôle de contribuer à cela parce que ça mène à un doublon des fonds du bailleur. Donc voilà, on cherche vraiment à vous expliquer pourquoi des fois on reste assez précis. Prochaine diapo. Géry demande comment ces contributions vont être arrivées en utilisant voilà. Donc Géry, on cherche à démontrer de l'impact de deux façons il y a eu un changement au temps. Donc, du temps que vous avez commencé, tous les OSC ont commencé dans les districts qu'on vous a alloués, il y a eu un changement. Il y a eu un changement exponentiel. Donc, si vous avez vu un incrément de couverture vaccinale, vous le voyez dans vos chiffres, vous le voyez contre vos cibles. Donc, ça, c'est le premier. Donc, c'est le changement vis-à-vis le temps. Le deuxième impact, c'est qu'on cherche à démontrer, et on va travailler avec vous et les conseils stratégiques, c'est vous travaillez dans le district, mais qui d'autre travaille dans le district? Est-ce qu'il y a d'autres appuis? Est-ce qu'il y a d'autres ressources? Donc, on cherche à vraiment préciser qu'est-ce qui s'est passé dans le district du temps. On le prend d'une année avant que vous avez commencé et jusqu'au temps que vous avez terminé vos activités pour démontrer que l'impact est grâce à cette intervention des OSC. Donc, tu me demandes comment éviter le double comptage lorsqu'il y a plus OSC. Voilà. Donc, voilà où Géry, maintenant, on vous parle très quantitatif, mais ça, c'est le qualitatif. Donc, il y a d'autres OSC qui travaillent dans le même district, et dans le même district sanitaire qui contribuent aussi. Donc, nous, on cherche à préciser quel pourcentage, par exemple, ou quel est le nombre de districts que vous couvrez et que l'autre OSC couvre, qui n'est pas dans ce fonds de Magnon-Daniels. Donc, ça va vraiment être un travail de plus en plus précis. Donc, c'est sur ces deux orientations et on travaille avec certains collègues sur cela pour démontrer. Mais on va se tourner vers vous sans doute pour avoir vos idées de comment bien mesurer cela. Quels sont les indicateurs optionnels? Les OSC peuvent choisir un complément d'un petit nombre d'indicateurs. Ce que je recherche vraiment à faire avec vous, c'est de vous aider sur un petit nombre d'indicateurs optionnels ou librement définis pour pas toujours vous incrémenter le niveau d'indicateurs à mesurer. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le nombre d'individus sensibilisés à la vaccination grâce à votre travail. De même, le nombre d'agents de santé communautaire ayant renforcé vos capacités grâce au travail des OSC, le nombre d'individus dont l'attitude ou le comportement a évolué favorablement au travail des OSC, le nombre d'agents de santé communautaire touchés, et bien sûr, tout est en co-création. Si c'est un autre indicateur bien défini, je peux vous dire un pays où c'était en plus de proximité qu'on a travaillé avec les indicateurs définis par vous et qui était pertinent à ce projet.
Merci. Prochaine diapo. Alors, je sais de temps en temps, vous nous demandez, c'est beaucoup de rapportages comme vous l'imaginez, mais nous suivons un procès pour vraiment, prenez s'il y a un message que vous sortez avec ici, pensez que nous on cherche à démontrer votre impact. Donc on le fait quand? Au début du projet, on le fait on le fait au premier mois, à 6 mois et en fin du projet. On vous demande de transmettre ces données mensuellement à 6 mois et en espérant, je veux préciser que les données mensuelles sont proches des données de 6 mois, qui n'est pas toujours le cas parce que des fois il faut la validation. Donc dans votre cadre de résultats que vous avez et les objectifs et les outils convenus entre l'organisation, le gestionnaire de fonds et le PEV. Donc comme vous avez vu depuis le début, on travaille avec le pays et avec vous pour vraiment avoir un alignement sur cela. Vos rapports mensuels couvrent les indicateurs clés, le nombre que vous avez vu dans les diapos précédentes, à savoir le nombre de doses, le nombre d'enfants identifiés et le nombre d'enfants vaccinés. Qu'est-ce que notre équipe font? Surtout avec Sarah et Sophia, ils font et vos gestionnaires de fonds comme Denissa et Paul, etc. C'est l'accumulation des données mensuelles cohérent avec le rapport à 6 mois. Ce rapport à 6 mois comprenant un budget et un cadre de résultats. À la fin du projet, comme le sauront certains de vous, euh, ça comprend un budget et un cadre de résultats. Donc l'accumulation des données mensuelles, on espère qu'ils sont cohérents avec le rapport d'achèvement. Pourquoi faire tout cela? Ben pour d'abord démontrer l'impact des OSC, démontrer la valeur ajoutée au sein de la communauté, c'est le plus essentiel de vacciner ces enfants. Deuxièmement, comme vous le savez, le travail que fait le PEV avec Gavi dans le full portfolio planning, dans la planification de portfolio, c'est que vous êtes en mesure, pendant ou après votre projet avec nous, de pouvoir continuer comme un partenaire fiable du PEV. Donc, notre intérêt à Manodanaise avec tous nos partenaires, c'est de s'assurer d'un bon système de suivi et évaluation pour démontrer votre impact et vous mettre dans la mesure de continuer de faire ce travail au sein du pays. Merci. Prochaine diapo. C'est une bonne question, Géry. Donc, Géry demande si le DHS2 est en retard ou incomplet, quelle source provisoire peut être utilisée pour le reporting mensuel ou semestriel, surtout la disponibilité des... Donc, on a cette expérience. Donc, notre travail, on explique, on travaille avec nos collègues à Gavi de leur expliquer et on vit dans un monde réel. La consolidation des données dans le DHS2 a un retard. C'est normal parce que les districts de leur côté doivent aussi soumettre ça en ligne. Des fois, il y a des problèmes de consolidation ou de ressources humaines ou de connexion. Donc, nous, on cherche, voilà pourquoi on vous demande, et on travaille dans plusieurs pays, de continuer à travailler sur la soumission de données mensuelles, trimestrielles, pour qu'au moins on ait une visibilité de progrès. Donc, c'est vraiment un double système qu'on a pour s'assurer qu'on n'est pas en mesure de dire, on est en mesure de prouver qu'il y a eu un impact mensuellement, puisque vous travaillez dur pendant le mois. Donc, on ne dépend non seulement du DHAS2, mais aussi de travailler avec vous sur vos activités et les données que vous mettiez dans vos cahiers de projet. Zoa demande, en choisissant un petit nombre d'indicateurs optionnels, mais est-ce que cela a un impact? Donc, c'est une bonne question. Notre suivi et évaluation est aussi aligné avec le suivi et évaluation du PEV et aussi avec Gavi. Donc, on recherche vraiment à être un partenaire avec vous, de s'assurer que la majorité du travail est centré dans le terrain. On veut pas incrémenter trop d'indicateurs. Moi, je peux vous dire en travaillant en immunisation, le plus essentiel, c'est de démontrer combien d'enfants et combien d'enfants vaccinés et de pouvoir rassurer qu'ils sont protégés. Donc, quand je dis protégés, c'est jusqu'à DTC3 ou VAR 2 dans certains pays. Euh, comme je l'ai dit, il y a des indicateurs qui sont standards à travers le portfolio pour démontrer, comme vous le savez, qu'il y a une cohérence.
Le petit nombre d'indicateurs optionnels ou librement, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a des contextes complètement différents. Le terrain est différent, l'accès à la communauté est différente. Donc cet indicateur nous permet de vraiment définir que les contextes varient. Parce que comme vous le savez, un pays au Sahel ou en Afrique de l'Est peut bien varier, par exemple. Il y a je vais vous donner un exemple très simple. C'est déjà dans la géographie du pays. Dans plus la majorité du pays, il y a le niveau national et subnational, mais dans d'autres pays, le niveau subnational est divisé en plusieurs cadres. Et donc cela veut dire qu'il y a plus de mesures, il y a plus de mesures à évaluer. Mamadou. Voilà, si le district est couvert par plusieurs OSC différentes, comment le résultat du district pourrait ressortir? Voilà. Donc Mamadou, ce que j'ai expliqué, on se rend compte hein, que l'OSC ne couvre pas, aucun projet ne couvre le district entier. Hein. Je pense souvent on travaille dans 13 pays, on travaille dans une soixantaine de districts, mais je pense que des fois on définit cela, mais c'est juste un pourcentage qu'on couvre. Mais en donnant la qualitative qu'il y a d'autres OSC qui travaillent. Voilà pourquoi vous avez fait votre micro-planification avec le PEV et les districts. C'était pour s'assurer qu'il n'y a pas un doublon. Donc, je peux donner l'exemple de Mali, Tchad, le Niger, qui avaient reçu des fonds de Gavi-Zip, un fonds humanitaire. Et dans certains de ces pays, il fallait qu'on rassure Gavi et le PEV qu'il n'y avait pas de doublon et qu'on cela était bien déterminé à la micro-planification au niveau du district. Donc, je pense qu'on va travailler avec les conseillers stratégiques pour avoir cette analyse qualitative de qui d'autre travaille et où. Comme vous voyez dans vos fameuses cartographies, nous on met des points de couleur, on démontre la somme, on démontre les zones où vous travaillez, mais maintenant on va devoir peut-être faire d'une façon qualitative pour démontrer que vous ne couvrez qu'une certaine partie, 30% à 50% à 80%. Et cela aura un impact. Et la seule façon, ça sera pas parfait, mais c'est de faire cela par ce qu'on appelle pas des statistiques de modeling. Donc ça, c'est une des prochaines étapes qu'on aimerait bien évaluer. Ok, je termine sur celle-là et je vais passer à Sarah. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose? Donc, vraiment, ne pensez pas qu'on on vous laisse, on n'est pas en mesure de vraiment être en partenariat. On cherche à vraiment bien vous guider sur les indicateurs de suivi et évaluation. La majorité de nos indicateurs viennent d'immunisation et de l'Alliance de Gavi. Ils sont aussi disponibles sur le site. Chaque définition est complète ça donne la définition complète, pardon, de chaque indicateur. On vous donne des modèles à remplir et on travaille avec vous en partenariat proche. Sur le cas de résultats, le formulaire de reporting mensuel, les trackers se poursuivent, le nombre de districts, le nombre de communautés, les agents de santé communautaires, les campagnes, les individus dont l'attitude ou le comportement a évolué. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple tout simple pourquoi on vous demande tout cela. C'est parmi vos questions dans le chat. Qu'est-ce que vous couvrez et comment? Et de temps en temps, Gavi nous demande, parce qu'il y a un fonds spécifique pour les campagnes et FAE fait partie de ce fonds, combien de campagnes est-ce que les OSC ont appuyé? Et on nous demande ça dans la même semaine. Donc voilà pourquoi on recherche d'avoir tout cela déjà. Donc on ne doit pas revenir vers vous chaque fois pour vous demander quel est le nombre de campagnes. Euh, En tant que votre gestionnaire de subvention, qu'est-ce qu'on est là pour vous aider à définir votre cadre de résultats, vos objectifs et à bien mener votre reporting mensuel, trimestriel, semestriel. Et on cherche à vous aider pour vous orienter vers d'autres ressources. Comme vous pouvez l'imaginer, l'immunisation existe, le PEV existe depuis plus d'une cinquantaine d'années avec nos partenaires à l'OMS et l'UNICEF. Il existe pas mal de ressources pour vous aider, pour vous guider. Ce qu'on va faire maintenant c'est une clinique de suivi et évaluation. C'est la rencontre, c'est pour vous donner une clinique. Donc aujourd'hui, je suis consciente et je vois le temps couler. On ne pourra pas répondre à toutes vos questions on voudrait répondre à cela, on voudrait vous rassurer. On pense vous donner une clinique de suivi et évaluation que vous pouvez participer avec votre conseil stratégique, de l'avoir de façon mensuellement et facultative. Ce sera 1 heure
communiquer vers une boîte de réception et on pourra soulever toutes les questions ou les problèmes. Et surtout, je veux préciser, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont valides, donc demandez-leur. C'est mieux qu'on adresse cela euh, pendant le projet que vers la fin du projet. Et on veut soulever ces questions, ces problèmes non abordés par les guides et les modèles proposés, parce qu'on se rend compte des fois, lorsqu'un projet continue, en première année ou deuxième année, il y a des choses qui sont pas bien adressées et ce souci n'est pas rassuré. Donc, on travaille à travers les conseils stratégiques et votre gestionnaire de fonds sur cela. Et cela nous revient, mais on cherche à le faire d'une façon plus intime, comme je l'ai dit, avec cette rencontre mensuelle facultative. Merci. Je vais passer à Sarah. Super, merci. Merci beaucoup, Chita. Merci pour le vidéo ensemble. Maintenant, nous avons 12 minutes à la fin de l'heure. Nous aurons fait un parcours sur un formulaire de reporting pour vous guider un peu sur le reporting mensuel. Voilà, on voit, oui, exactement, the monthly reach form. J'espère que tout soit familiarisé déjà avec ce formulaire-là. Il y a deux onglets, un onglet en anglais et l'autre onglet en français, l'enquête française. Nous commençons comme tous nos canevas avec une introduction et c'est très important de vous familiariser avec ces instructions. Ah oui, Rukia, est-ce que vous pouvez augmenter le zoom, s'il vous plaît? Je pense que c'est un peu petit pour quelques participants. Super, super. Donc, voilà l'enquête française. J'espère que ce soit déjà un outil que vous utilisez pour votre collecte de données mensuellement. Comme vous voyez dans l'introduction, ces formulaires, on doit l'utiliser uniquement une fois par mois pour les données de ce mois-ci et pas pour les résultats cumulatifs, parce que ceci, c'est pour le reporting de 6 mois. Et ce formulaire a les détails de tous les indicateurs clés que nous avons abordés dans ce webinaire, y compris par exemple les districts engagés par les OSC dans la section 2. Ricky, est-ce que nous pouvons continuer au-dessous? Super. Et nous avons, voilà, avec la section 2, quelques questions nombrées. Les zones géographiques ciblées pour le mois, le nombre de zones géographiques, ça veut dire les districts sanitaires qui ont été engagés pendant le mois. Et après, quelques catégories de genres de districts sanitaires avec leur définition dans la colonne C. Et après, nous avons quelques... Pardon, est-ce qu'on peut augmenter l'écran un peu plus? Oui, Rukia? oui, je pense que c'est peut-être un peu trop petit. Ricky, je suis conscient, je pense qu'on peut simplement partager ce carnet après le webinaire avec les diapos et avec l'enregistrement. Ceci, c'est un peu plus facile. Donc, pardon pour les tailles de carnaval, mais c'est simplement une vue d'ensemble dans ce moment-là. Donc, voilà, nous avons tous les indicateurs clés. C'est très important de répondre à toutes les questions et on répond à toutes les questions dans la colonne bleue. Je pense que c'est la colonne E. Rukia, si tu peux montrer ça. Ça serait super, super. Donc, dans la colonne E, nous avons toute cette cellule en bleu. Voilà, vous pouvez entrer, saisir vos données. Donc, si je vous donne un exemple, dans la ligne
4, on peut entrer le nom de votre organisation. Et nous avons donné des exemples compréhensifs dans la colonne D pour vous guider. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des soucis, vous pouvez suivre simplement la réponse, l'exemple de réponse. Voilà, exactement. OK. ONG sans souci, super. Mais si j'essaye à saisir les données dans les cellules qui ne sont pas en bleu, on verra que ces cellules sont bloquées. Donc, Rukia, si tu peux montrer ça. If you can click into a white cell, par exemple dans la colonne Euh, oui, tu vois ça? Oui. Est-ce que on ne peut pas changer ou modifier les cellules qui ne sont pas en bleu? Les ONG, les OSC peuvent uniquement changer ou modifier ou saisir les données exactement, voilà, dans les cellules en bleu. Et un autre point, pour les sections sur les indicateurs clés, on peut saisir uniquement des nombres entiers, des chiffres entiers, parce que euh, pour nous, c'est très important pour maintenir une qualité de données. C'est très important que toutes les OSC saisissent des données en chiffres entiers et pas en utilisant des symboles et pas en utilisant du texte. Donc voilà une petite vue d'ensemble de ce formulaire-là. On va envoyer ce formulaire avec les diapos et avec l'enregistrement. Et nous sommes là pour toute question aux commentaires. Donc, Ricky, est-ce que nous pouvons continuer avec les diapos? Super, super. Merci, merci. OK, la prochaine, merci. Donc, quelques bonnes pratiques de suivi et d'évaluation pour vous guider. Il y a des phases distantes dans le suivi et d'évaluation. Ça veut dire il y a une phase de collecte des données, et après l'assurance qualité, et après le reporting à Gavi et à le mécanisme de fond. Donc, quelques conseils pour chaque phase pour améliorer la qualité et la consistance de ces données. En premier lieu, on doit utiliser les données DHIS2 chaque fois que possible, tant que pour le type que pour les résultats. Soyez, s'il vous plaît, cohérents dans vos définitions et vos outils de collecte des données tout au long du projet. Ça veut dire si tu commences en utilisant un outil ou une définition pour district sanitaire ou pour session de vaccination, s'il vous plaît, de suivre cette définition consistamment, sauf s'il y a un problème, tout au long du projet. Et après, veillez à ce que vos équipes soient formées pour utiliser cette définition et ces outils de façon précise et cohérente entre toute l'équipe. Et après, on vient à l'assurance qualité. C'est très important pour assurer que les données soient correctes, cohérentes et de qualité pour votre reporting. Nos conseils, nommez s'il vous plaît une personne responsable de vérifier les données avant de l'envoi de votre reporting. C'est très important. Et cette personne doit valider les données sur la base d'une checklist. Ça veut dire c'est pas aléatoire. Sinon, il y a des règles, des guides exacts et précises d'utiliser chaque mois pour guider la qualité des données. Et nous avons quelques conseils sur la prochaine diapo.
Et prévoyez, s'il vous plaît, des formations de rappel et de vérification aléatoire. Et après, pour le reporting, conservez chaque mois vos résultats sur forme claire, idéalement en utilisant le formulaire que nous venons de vous montrer. Soumettre vos données au format demandé et non par un format PowerPoint ou Word, sinon en utilisant le formulaire montré et assurez-vous que le cumul de vos résultats mensuels correspond à votre résultat semestriel dans le reporting. Ceci, c'est très important pour assurer la cohérence entre vos données. Donc, je suis consciente du temps. On va passer à la prochaine diapo. Je vais vous montrer que nous avons un exemple de checklist pour utiliser dans l'assurance de qualité. Mais je suggère que je vais vous laisser avec ce checklist après le webinaire, car nous allons partager ces diapos après. Voilà, donc je pense, si on passe à la prochaine diapo, Rikia, nous avons le sondage de fin. Merci beaucoup pour répondre à la sondage de début. Ce sondage de fin nous a aidé beaucoup à améliorer le soutien que nous vous offrons, mais aussi de comprendre s'il y a toujours des soucis, des lacunes, des questions, des commentaires. Donc, 1 minute pour répondre à la sondage. Vous Je verrez. sais qu'il y a des collègues chat en ligne, donc je ne vois pas de vos réponses. Il faut juste descendre. Si vous arrivez à descendre, il y a d'autres questions en bas. Exactement, je te remercie. Il y a quelques questions de plus dans ce sondage de fin. Donc, de vous assurer que vous avez répondre à toutes les questions. Je vais vous donner 1 minute pour répondre. Je crois qu'on avait oublié le Burundi. Peut-être si Oui, on a des collègues du Burundi, ils peuvent le mettre dans le chat et on trouvera une façon ou ils peuvent toujours nous envoyer, ou envoyer un message à Teddy ou à un de nous et on pourra toujours le mettre par après. ok, merci. Peut-être 20 secondes pour finaliser vos réponses et nous terminons après le webinaire. Merci infiniment pour vos questions, vos commentaires. Oui. Nous continuons les discussions. Il y a beaucoup de ressources pour vous soutenir avec votre suivi et évaluation. Et bonne journée. À continuation. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation.